Au lieu d'aide, l'administration de von der Leyen à Bruxelles ne fait qu'empirer la situation. Ses politiques de sanctions contre la Russie et sa dépendance accrue au GNL américain poussent les prix de l'énergie encore plus haut. Ces politiques de transition verte ont permis à des entreprises comme Eurogrid de prospérer sur des promesses irréalistes. Maintenant, alors que les familles gèlent dans leurs appartements, Bruxelles reste silencieux. Il n'y a aucun plan pour alléger le fardeau énergétique, arrêter les déconnexions ou plafonner les prix de l'énergie. Les grandes banques prendront quelques coups, mais survivront. Les institutions financières majeures trouveront des échappatoires, recevront de l'aide ou transmettront les pertes à la société. Les Européens ordinaires, cependant, perdront leur accès à l'énergie, leur santé et leur avenir économique. Et juste quand il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, un autre géant s'est effondré, Nord Stream Energy Trading. Ce major du trading énergétique avait près de 50 milliards d'euros en actifs, mais a déposé le bilan le 15 novembre 2024, laissant plus de 200 milliards d'euros de dettes cachées à travers des produits dérivés énergétiques complexes. Les créanciers font face à des pertes catastrophiques. L'effondrement de Nord Stream Energy Trading n'est pas simplement la chute d'une seule entreprise. C'est un autre avertissement. L'effondrement de ces deux géants n'est pas simplement un échec ou une erreur de gestion. Il expose des fissures dans une structure beaucoup plus large. Le marché énergétique européen de 3,5 trillions d'euros construit sur des financements garantis par des actifs énergétiques futurs. C'est le marché où les entreprises obtiennent des fonds en empaquetant des contrats énergétiques, des droits de transmission ou d'autres actifs en titres et en les vendant aux investisseurs. Littéralement, tout est transformé en tels instruments. Contrats de fourniture de gaz, capacité de stockage, droits d'émission de carbone, et même les certificats d'énergie renouvelable. Pendant des années, ce marché était considéré comme stable et fiable. Les investisseurs l'appelaient ennuyeux, prévisible et presque sans risque. Mais maintenant la question se pose. À quel point est-il vraiment sûr? Un investisseur a déclaré au Financial Times que l'effondrement d'Eurogrid était l'un des pires événements jamais vus sur le marché énergétique européen. Considérez ceci, un marché de 3,5 trillions d'euros, et c'est déjà appelé sa pire crise. Maintenant, regardez Nord Stream Energy Trading. L'entreprise ne s'appuyait pas sur des prêts bancaires ordinaires, mais sur des schémas de financement cachés liés aux produits dérivés énergétiques. Ces dettes n'étaient pas directement reflétées dans les états financiers, créant l'illusion de stabilité. Sur le papier, Nord Stream Energy Trading semblait en bonne santé avec près de 50 milliards d'euros d'actifs. Mais une fois que les vrais chiffres ont fait surface, toute l'illusion s'est effondrée. Et ce n'est pas un problème limité à une entreprise. Si des centaines de milliards de dettes peuvent être cachées à travers le trading de dérivés énergétiques, il y a sûrement des dizaines d'autres corporations utilisant le même tour. Combien de dettes sont vraiment cachées dans le système est crucial. Le financement énergétique est devenu une source clé d'argent pour les entreprises, les investisseurs et les gouvernements. Mais un seul échec peut déclencher toute une réaction en chaîne. Les prêteurs resserrent les conditions, les investisseurs vendent des titres à perte, et les entreprises perdent l'accès au financement. Ce processus se déplace rapidement, et il semble avoir déjà commencé. Si ce marché commence à s'effondrer, les conséquences iront bien au-delà de 2 faillites. Nous parlons de la déstabilisation potentielle d'une structure de 3,5 trillions d'euros qui soutient une partie significative de l'économie européenne. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons regarder qui contrôle vraiment l'énergie européenne aujourd'hui. Après la rupture avec la Russie en 2022, l'Europe a désespérément cherché des alternatives. Les régulateurs ont forcé une transition rapide, abandonné les contrats à long terme et embrassé les marchés spot volatiles. Pendant un temps, il semblait que le système avait trouvé une solution, mais la demande d'énergie n'a pas disparu. Les industries avaient toujours besoin d'électricité et de gaz, et les investisseurs cherchaient des rendements. L'effondrement énergétique de l'Europe, comment le continent perd sa souveraineté face à la triple alliance russo-sino-américaine. Au cours des dernières semaines, un événement a ébranlé le système énergétique européen, comme rien de ce que nous avons vu depuis la crise pétrolière de 1973. Les Européens trouvent de plus en plus difficile de payer leurs factures énergétiques. La dette énergétique totale des ménages européens a dépassé les 2,4 trillions d'euros, et les politiques de l'Union européenne ne font qu'aggraver la situation. Mais l'histoire principale se trouve ailleurs. 2 géants énergétiques européens, soutenus par les gouvernements, garantis par les banques centrales et détenant les plus hautes notations de crédit,
se sont effondrés presque du jour au lendemain. Il ne s'agissait pas de petites entreprises. Nous parlons de corporations valant des centaines de milliards d'euros qui, sur le papier, paraissaient en parfaite santé. L'une d'entre elles avait même une notation AAA de Moody's, symbole de l'investissement le plus sûr au monde. Pourtant, les deux entreprises sont tombées si rapidement que Bruxelles et Francfort ont été laissées en état de choc. Le premier effondrement fut celui d'Eurogrid Holdings, le principal opérateur de réseaux électriques transfrontaliers européens. Cette entreprise gérait l'interconnexion électrique entre 12 pays européens et était considérée comme l'épine dorsale de la transition énergétique européenne. Sur le papier, Eurogrid semblait invulnérable. Les agences de notation lui avaient même attribué un AAA, assurant qu'il n'y avait aucun risque. Des centaines de milliards d'euros transitaient par Eurogrid parce que tout le monde faisait confiance à cette notation. Mais en octobre, l'impensable s'est produit. L'entreprise a manqué un seul paiement d'intérêt sur ses obligations vertes, un seul paiement, et soudainement 340 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures énergétiques étaient en danger. Les créanciers ont paniqué. Les projets d'interconnexion ont été gelés. Et maintenant, la Commission européenne enquête sur une possible fraude massive impliquant la manipulation des données sur la capacité réelle du réseau. Ce n'est plus simplement une erreur commerciale. Cela pourrait être beaucoup plus grave. Si l'entreprise la plus fiable du secteur énergétique européen peut s'effondrer aussi rapidement, qu'est-ce que cela dit sur l'ensemble du système énergétique continental? Nous assistons effectivement à la destruction de l'autonomie énergétique européenne. Le système s'effondre par pans entiers et des trillions d'euros affectant directement chaque citoyen européen s'évaporent à cause de l'irresponsabilité de Bruxelles et des manœuvres désespérées des corporations énergétiques. L'Europe se noie dans la dépendance énergétique et les fissures dans le système se transforment en gouffre. L'effondrement soudain d'Eurogrid n'est pas simplement la faillite d'une seule entreprise. C'est un signal de la fragilité de la situation énergétique pour des centaines de millions d'Européens. Les gens sont ensevelis sous les factures d'énergie et les dettes. Et Bruxelles ne fait rien pour arrêter l'hémorragie. Eurogrid contrôlait 45% de la capacité de transmission électrique transfrontalière en Europe, servant principalement les pays d'Europe centrale et orientale qui dépendaient de ces interconnexions pour leur sécurité énergétique. C'étaient des pays ordinaires qui avaient besoin de ces connexions pour maintenir leur réseau stable et éviter les blackouts. Maintenant, l'entreprise est en faillite, laissant des centaines de milliards d'investissements non financés. Des banques comme Deutsche Bank et BNP Paribas perdent des dizaines de milliards. Wall Street et la City survivront, mais les familles européennes qui dépendaient de cette infrastructure perdront l'accès à une électricité fiable et abordable. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2024, plus de 2,3 millions de ménages européens ont été déconnectés pour non-paiement, un record depuis la libéralisation du marché énergétique. Aujourd'hui, 18% des ménages européens sont en situation de précarité énergétique, incapables de chauffer correctement leur logement. Les personnes âgées souffrent le plus. Près de 25% des retraités européens doivent choisir entre se chauffer et se nourrir, montrant que maintenir un niveau de vie décent est devenu impossible. La raison est simple. Le coût de l'énergie a explosé hors de contrôle. Les chercheurs du European Energy Institute affirment que les Européens ne peuvent plus se permettre même un niveau de vie énergétique minimal. Le prix moyen de l'électricité a atteint 450 € par MWh dans certains pays. Les tarifs du gaz naturel dépassent 150 € par MWh. Le chauffage domestique a augmenté de 340% en seulement 2 ans. Ce qui était autrefois un droit fondamental est devenu un piège de dette, forçant les familles à choisir entre chauffer leur maison ou nourrir leurs enfants. Dans ce vide sont entrés les traders américains et les fonds spéculatifs. Des acteurs comme Vitol, Trafigura et les majors américaines ont commencé à remplir la niche laissée par Gazprom. Ils ont construit des structures financières complexes, permettant à l'Europe d'acheter de l'énergie à crédit tandis que les investisseurs gagnaient des profits élevés. Les transactions sont devenues de plus en plus agressives avec des risques cachés dans des couches d'ingénierie financière. Mais voici le piège géopolitique. La Chine, silencieusement mais sûrement, a commencé à contrôler les chaînes d'approvisionnement critiques pour la transition énergétique européenne. Beijing contrôle maintenant 85% de la production mondiale de panneaux solaires, 75% des batteries lithium-ion et 95% du traitement des terres rares nécessaires aux éoliennes. Selon un rapport confidentiel de l'OTAN obtenu par Der Spiegel,
L'Europe a simplement échangé sa dépendance au gaz russe contre une dépendance encore plus profonde à la technologie chinoise. Les États-Unis, quant à eux, exploitent cyniquement la vulnérabilité européenne. Le GNL américain est vendu à l'Europe à des prix 3 à 4 fois supérieurs à ceux du marché domestique américain. Selon des documents divulgués au Politico, l'administration Biden considère explicitement les exportations énergétiques vers l'Europe comme un outil de vassalisation économique. Washington utilise la dépendance énergétique européenne pour forcer l'alignement politique sur des questions allant de la Chine à l'Ukraine. La Russie, malgré les sanctions, continue de jouer un rôle crucial mais caché. Selon des sources du renseignement norvégien citées par le Financial Times, le gaz russe continue de couler vers l'Europe via des intermédiaires turcs et azerbaïdjanais, mais à des prix gonflés de 2 cents à 3 cents pour cent. Moscou gagne maintenant plus de revenus par mètre cube de gaz vendu qu'avant les sanctions, tandis que l'Europe paie le prix de sa propre hypocrisie. Le gouvernement européen a également joué un rôle dans cette histoire. Ursula von der Leyen, retournant à la présidence de la Commission avec des promesses de souveraineté stratégique européenne, a en réalité présidé à la plus grande perte de souveraineté énergétique de l'histoire européenne. Pour des millions de familles européennes, ces politiques ont signifié des dépenses plus élevées, des fardeaux de dette croissants, et l'impossibilité quasi totale d'échapper au piège énergétique. Le continent se noie déjà dans des dettes records et ses actions ne font qu'attiser le feu. Il n'est pas surprenant que sous de telles politiques, les Européens trouvent de plus en plus difficile de payer leurs factures énergétiques. Mais le vrai danger est devant nous. Si des corporations de plusieurs centaines de milliards peuvent s'effondrer littéralement du jour au lendemain, que se passera-t-il quand l'ensemble du marché énergétique de 3,5 trillions d'euros commencera à se fissurer? C'est la question à laquelle l'Europe fait face aujourd'hui. L'impact sur l'industrie européenne est dévastateur. BASF, le géant chimique allemand, a annoncé la fermeture permanente de plusieurs usines en Allemagne, transférant la production en Chine où l'énergie est 70% moins chère. Volkswagen envisage de délocaliser la production de véhicules électriques aux États-Unis pour bénéficier des subventions de l'IRA. ArcelorMittal a mis en veilleuse la moitié de ses hauts fourneaux européens. Selon le European Industrial Association, plus de 40% de la capacité industrielle européenne pourrait être perdue de manière permanente d'ici 2026. Les implications géopolitiques sont profondes. L'Europe, autrefois puissance économique mondiale, devient rapidement un musée désindustrialisé dépendant des importations pour tout, de l'acier aux produits chimiques de base. La France, malgré son parc nucléaire, fait face à une crise sans précédent avec la moitié de ses réacteurs hors service pour maintenance prolongée. L'Allemagne, ayant fermé ses centrales nucléaires, dépend maintenant du charbon polonais et du GNL américain hors de prix. L'Italie et l'Espagne, déjà économiquement fragiles, voient leur compétitivité s'effondrer face aux coûts énergétiques prohibitifs. Le gouvernement italien, selon la Repubblica, envisage secrètement de quitter la zone euro pour pouvoir dévaluer et regagner de la compétitivité. Madrid négocie directement avec Alger pour sécuriser du gaz, contournant les mécanismes européens communs. Les pays d'Europe de l'Est sont dans une position encore plus précaire. La Pologne, ayant coupé les liens énergétiques avec la Russie, dépend maintenant entièrement du GNL américain et norvégien à des prix exorbitants. La Hongrie et la Slovaquie, maintenant des liens avec la Russie, font face à une pression politique intense de Bruxelles. Les États baltes, complètement déconnectés du réseau russe, dépendent d'interconnexions fragiles avec la Scandinavie qui pourraient échouer à tout moment. Le Royaume-Uni post-Brexit n'est pas mieux loti. Selon The Guardian, Londres fait face à des risques de blackout cet hiver avec une marge de réserve de seulement 0,5%. Les prix de l'électricité britannique sont maintenant les plus élevés d'Europe, forçant la fermeture d'industries entières. Le gouvernement britannique, dans un revirement humiliant, négocie secrètement avec la Norvège pour un accès privilégié au gaz, offrant des concessions sur les droits de pêche qu'il avait farouchement défendus pendant le Brexit. La Norvège, grand gagnant apparent de la crise, fait face à ses propres dilemmes. Oslo gagne des revenus records de ses exportations de gaz, mais selon Aftenposten, le gouvernement craint une réaction violente européenne. Des voix à Bruxelles parlent déjà de profits de guerre norvégiens et proposent des taxes spéciales ou même la nationalisation des actifs énergétiques norvégiens en Europe. La Turquie exploite magistralement sa position géographique. Ankara est devenu le hub énergétique incontournable, prenant des commissions sur tout le gaz russe, azerbaïdjanais et iranien transitant vers l'Europe.
Erdogan, selon des sources citées par le Financial Times, utilise ce levier pour extraire des concessions sur l'adhésion à l'UE, les visas, et même le soutien européen à ses ambitions en Méditerranée orientale. L'Algérie, fournisseur clé de gaz pour l'Europe du Sud, augmente ses prix et exige des investissements massifs dans ses infrastructures. Alger menace régulièrement de couper les approvisionnements pour obtenir des concessions politiques sur le Sahara occidental ou l'immigration. Le gouvernement algérien, enhardi par la dépendance européenne, parle maintenant d'égal à égal avec Bruxelles. Au Moyen-Orient, les monarchies du Golfe observent avec amusement la débâcle européenne. Selon des sources à Riyad citées par le Wall Street Journal, l'Arabie saoudite considère l'Europe comme un marché captif qu'elle peut exploiter à volonté. Les Émirats arabes unis ont augmenté leur prix de GNL de 4 cents pour les acheteurs européens tout en offrant des rabais à l'Asie. Le Qatar, devenu le fournisseur de GNL privilégié de l'Europe, impose des conditions draconiennes. Doha exige des contrats de 20 ans non renégociables, des prix indexés sur le pétrole, et même des concessions politiques sur des questions comme les frères musulmans. Le ministre qatari de l'énergie, dans une interview à Al Jazeera, a déclaré que l'Europe doit comprendre qu'elle n'est plus en position de dicter les termes. L'Afrique, longtemps négligée par l'Europe sauf pour l'extraction de ressources, prend sa revanche. Le Nigeria, le Mozambique et la Tanzanie, possédant d'importantes réserves de gaz, négocient maintenant avec la Chine et l'Inde qui offrent de meilleurs termes et moins de conditionnalité. Selon Africa Energy, plusieurs projets de GNL destinés à l'Europe ont été réorientés vers l'Asie où les acheteurs offrent des contrats à long terme et des investissements dans les infrastructures locales. L'Amérique latine reste largement hors du jeu énergétique européen, mais observe avec intérêt. Le Brésil et l'Argentine, possédant d'importantes réserves de gaz de schiste, préfèrent développer leurs marchés régionaux plutôt que de s'aventurer dans le marécage européen. Le Venezuela, malgré ses vastes réserves, reste sous sanctions américaines et incapable d'aider même s'il le voulait. L'Australie, traditionnellement fournisseur de GNL pour l'Asie, résiste aux appels européens désespérés. Canberra, selon The Australian, privilégie ses relations à long terme avec le Japon, la Corée et la Chine plutôt que de rediriger des approvisionnements vers l'Europe. Le gouvernement australien craint également que s'impliquer trop profondément dans la crise énergétique européenne n'affecte ses propres relations avec Beijing. Le Canada, malgré la pression américaine, hésite à développer massivement ses exportations de GNL vers l'Europe. Ottawa craint les implications environnementales et les protestations des Premières Nations. Le Premier ministre canadien, selon le Globe and Mail, considère privément les demandes européennes comme irréalistes et hypocrites, étant donné l'opposition européenne historique au sable bitumineux canadien. Les implications technologiques sont tout aussi graves. L'Europe, ayant misé tout sur les énergies renouvelables sans stockage adéquat ni backup, découvre maintenant la dure réalité de l'intermittence. Les jours sans vent ni soleil, le continent dépend entièrement d'importations de gaz à des prix exorbitants. Le réseau électrique européen, conçu pour une production centralisée stable, craque sous la pression de sources décentralisées imprévisibles. Les tentatives de construire des capacités de stockage d'énergie se heurtent à la domination chinoise sur les batteries. Beijing, selon des sources du ministère allemand de l'économie, utilise délibérément sa position dominante pour ralentir les livraisons de batteries à l'Europe, maintenant le continent dans un état de vulnérabilité perpétuelle. Les prix des systèmes de stockage ont augmenté de 250% en 2 ans. L'hydrogène vert, présenté comme la solution miracle, s'avère être un mirage coûteux. Les projets annoncés en grande pompe sont soit annulés, soit réduits drastiquement. Le coût de production de l'hydrogène vert en Europe est 5 fois supérieur au gaz naturel russe qu'il était censé remplacer. Selon un rapport interne de la Commission européenne divulgué au Politico, moins de 5% des objectifs d'hydrogène pour 2030 seront atteints. Le nucléaire, longtemps diabolisé, fait un retour timide mais tardif. La France lutte pour maintenir son parc vieillissant tandis que l'Allemagne regrette amèrement ses fermetures. Les nouveaux projets, comme l'EPR finlandais, accusent des retards de décennies et des dépassements de coûts de 4 cents %. L'Europe a perdu son expertise nucléaire au profit de la Russie et de la Chine qui dominent maintenant le marché mondial des réacteurs.